Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai le doute positif, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas une angoisse le doute, c'est même plutôt sain. Si tu l'as pas, par contre j'aime bien un tout petit peu le cacher, j'aime bien un tout petit peu essayer de le combattre. Dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, je reçois quelqu'un qui se définit comme un drôliste à tendance journaleux, un Belge aux cheveux fous mais toujours soyeux, c'est Alex Vizorek. Alors je pense pas qu'il soit nécessaire de le présenter, mais ma mère écoute mes podcasts souvent et je suis pas certaine qu'elle situe exactement qui il est. Donc, Alex Vizorek, eh bien, il officie dans l'émission Par Jupiter sur France Inter. Il est en télé avec des gens comme Drucker, Ardisson. Il a mis un pied dans le cinéma. Il a présenté les cérémonies des Magritte et des Molières. Mais son métier premier, c'est d'être humoriste sur scène. Il a joué son premier spectacle. Alex Vizorek est une œuvre d'art pendant 10 ans. 10 ans, genre c'est quasi mon âge, et il travaille actuellement, enfin, diront les rageux, sur le second spectacle. Donc quand je l'ai invité dans ce podcast, eh bien il m'a répondu que je tombais pile au bon moment, parce qu'en matière de doute, je ne pouvais pas choper mieux qu'entre le premier et le deuxième spectacle. Donc on s'est retrouvés chez lui, à Paris, pour discuter de pas mal de trucs, de ses 1000 jobs simultanés et du fait qu'il a beaucoup de mal à dire non quand on lui propose des nouveaux projets, de ses co-auteurs avec qui il travaille sur pas mal de choses et de la façon dont ils procèdent entre eux, de son rapport à la scène stand-up actuelle, de la difficulté et de la nécessité de se réinventer, de surprendre quand on fait autant de chroniques par semaine, du fait de parler de soi ou non dans son spectacle, du genre de personne qu'il aimerait devenir ou pas quand il sera plus vieux. J'espère que cet épisode vous plaira. Mais comment ça va déjà ? Bien, je suis content. Tu tombes un jour où j'ai enfin commencé à travailler mon deuxième spectacle. J'ai écrit, j'ai mis en place parce que j'avais 25 pages de notes et j'ai commencé à mettre un ordre. Il doit y avoir 20 minutes dans l'ordre. Peut-être je garderai rien, mais j'ai l'impression d'avoir avancé aujourd'hui, donc je suis un peu de bonne humeur et en plein dans la thématique du podcast, puisque j'ai très peu douté depuis les quelques dernières années. Et là c'est reparti pour le grand vide, le grand doute. Je repars à zéro, donc tu as bien choisi le moment. Eh ben c'est pour ça que je suis là. Mais du coup, le show, déjà dans les interviews de 2016, tu disais que tu avais commencé à griffonner des idées. Bah c'est ça. C'est-à-dire que je savais... Alors je crois que 2016 je mentais. Ok. C'était juste pour rassurer Stéphanie Bataille à qui j'avais dit que je travaillais. Et puis je suis parti sur une piste... je voulais faire un spectacle un peu politique sur la gauche, la droite un peu. Piruki a sorti une pièce qui s'appelait La gauche, la droite. et qui au fond reprenait en partie des thématiques. J'avais pas travaillé comme un ouf. Hein, donc. Puis je me suis dit, voilà, c'est que j'avais pas eu le flair, que j'avais pas trouvé le bon... Enfin, j'étais pas dans le temps et des choses, et puis c'est bien fait pour moi. Et surtout, il s'est avéré que j'ai retrouvé un nouveau producteur avec qui on a prolongé le spectacle, que je pense que c'était une bonne idée pour l'amener vraiment au bout des choses, l'essorer complètement, mais de manière chic. Là, c'était le bout du bout. C'était le bout du bout, bah ouais, mais c'était chic. On a fait un Olympia complet, un Cirque Royal complet. Donc c'est qu'il y avait encore de l'eau dans le torchon. Maintenant, je pense que pour tout ce qui est Bercy et Forêt Nationale, ce serait trop. Donc on va effectivement passer au deuxième. Et donc effectivement, ça fait, je dirais, 2 ans que j'ai un document qui s'appelle Tome 2 sur mon... Il s'est appelé Nouveau Spectacle pendant longtemps. Et puis il a fallu que je trouve un titre sans... Je voulais pas donner le thème, je veux toujours pas le donner. Et donc il a fallu donner un titre pour l'exploitation à Bruxelles, là, en avril. Donc on l'a appelé Tome 2. Donc j'ai changé le nom du doc. Et effectivement, je me suis replongé dedans et il y avait des thématiques, il y avait des trucs nuls, il y avait des trucs qui m'ont fait rire en le relisant. Et donc maintenant, il s'agit de mettre dans l'ordre, de trouver du sens aux choses. Et puis Je suis allé voir 2 spectacles récemment. Et je me suis dit, bon Dieu, il y en a quand même qui chiadent. Je suis allé voir Alex Lutz. Il y en a qui quoi ? Qui chiadent. Chiader un truc. Ça se dit pas, chiader ? Ah, je ne sais pas, j'ai pas de vocabulaire donc. Non, ça doit être un vocabulaire un peu... ok, boomer. Néologistique. D'accord. Bah, que tu fais attention à ce que tu fais. Tu fais ça avec exigence. Alex Lutz, ouais. Il y a un cheval. Un vrai ? Un vrai, 2 même. Enfin, c'est-à-dire que tu comprends à la fin qu'ils sont 2, mais un cheval blanc. Donc voilà, c'est quand même...
Voilà, il y a du travail. Tu peux pas. Mais ça te fait quoi de savoir que pendant 10 ans, t'as manqué d'ambition? Ouais, c'est ça, mais vraiment. Moi, non, moi, j'avais un écran. J'étais un des premiers qui avait quand même un truc à trimballer. Tu sais que t'as trop traîné dans ce spectacle quand tu te vantes d'avoir eu un écran. Mais oui, mais votre génération, vous arrivez, vous avez même pas un costume. Ça j'ai des m'énerve, baskets. ça. Ouais, mais c'était les baskets, les mêmes que vous avez dans Ouais, la... ouais. Oui. Donc, moi, je maintiens que je fais du théâtre. Vous continuez à penser que vous allez dans les bars pour raconter des blagues. Et en même temps, vous avez mis une grande claque sur certains trucs. Donc, je veux continuer à faire du théâtre. Pas du cirque, donc il n'y aura pas de cheval ou de zèbre. Mais, et le lendemain, je suis allé voir Bérangère Krief, dont c'était le deuxième. J'aime bien aller voir les deuxièmes Amour, spectacles. c'est ça Ouais, des gens, pour voir un peu ce qu'ils font. J'avais fait pareil pour Nora Hamzaoui, qui, elle, a rien fait de spécial. Elle a changé de t-shirt. Mais Bérangère, elle fait du cerceau. Donc il y a un cerceau, elle tourne dedans, et on sent qu'elle s'est entraînée, quoi. Donc j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai proposé du ski nautique, mais mon producteur est pas hyper chaud. Donc je vais trouver quelque chose. Mais au premier degré, t'as envie qu'il y ait un truc un peu spécial en termes de mise en scène, un truc vraiment où les gens se disent, oh mon Dieu, dans le spectacle d'Alex Vizorek, qu'il y avait ça. Tu veux que dans le prochain épisode des gens qui doutent, il y a quelqu'un qui me dise, je suis allé voir le show d'Alex. Ouais. Il y avait... Bah, c'est-à-dire que je suis allé voir François Morel, qui, en matière de je chiade de mon spectacle, c'est très très chic, c'est très élégant. Alors évidemment, on n'est pas loin du théâtre, mais c'est un spectacle où il est seul avec un pianiste pour faire du Raymond DeVos, en tout cas rendre hommage à Raymond DeVos, donc il y a les textes de lui et les textes de DeVos. Ce qu'il a réussi à rendre contemporain, parce que je trouve, moi, à titre personnel, que DeVos, bon, ça a un peu vieilli. On fait plus trop comment dire, de chapelet de jeux de mots. Et comme il a rendu les sketchs plus courts, plus vifs, ça fonctionnait. Et je me suis dit, c'est élégant, c'est beau. Et c'est pas grave de mettre un truc élégant. Je pense que Georges Carlin, qui doit être dans tes références. Pas spécifiquement, mais je sais qu'il est dans les références du collectif, de l'inconscient collectif. Donc, Voilà, il y avait toujours un gros décor. Il y en a un, c'est dans un cimetière, il y en a un, c'est dans une maison. C'est comme c'est un décor de théâtre. Et pourtant, il fait du pur stand-up. Je pense qu'il dirait qu'il fait du pur stand-up, chose que tu peux absolument mettre dans une cave ou dans un bar. Mais j'estime que si tu fais payer 35 balles aux gens à Paris, c'est chouette d'avoir un petit peu réfléchi à la scéno. Donc oui, j'espère qu'il y aura quelque chose et j'ai réfléchi à un dispositif. Mais donc là, ton show, tu le démarres en avril et t'as 20 minutes. Oui, j'ai fait comme ça la première fois. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de ça, vous. Mais ouais, justement, c'est un... Je pense que c'est là qu'il y a le gap énorme entre je tente de faire des blagues et tu fais des blagues. C'est que pour moi, on est un peu dans ce tort avec la nouvelle génération, c'est de se dire ouais, mais c'est parce que je rôde que c'est pas encore bon, alors que c'est juste qu'on n'a pas encore assez bossé avant de monter sur scène, concrètement. C'est les deux. À mon avis, c'est les deux. C'est-à-dire que moi, le premier spectacle, je suis monté avec 1h30, dont j'avais testé 2 sketchs, donc vas-y, un quart d'heure. Donc il y a 1h15 de nouveau que j'ai testé, je savais pas d'où. À refaire, je fais plus ça. C'est dingue. Mais oui, mais alors quand je suis allé au Québec, où évidemment, donc en matière de gens qui doutent, non, on doutait pas. On se dit, on va le faire, et puis si c'est nul, ça sera bien fait pour moi. Et donc au Québec, les mecs ils te disent putain, ça fait 3 ans que je travaille, je crois que j'ai un bon 15. Oui, mec, t'as un bon 15 minutes. Ça donne envie de crever quand même. Oui, mais je crois que la vérité est entre les deux. C'est-à-dire oui. que votre façon de faire, elle est très très bien, de beaucoup jouer, de beaucoup tester. C'est-à-dire que là, j'ai vu Guillermo bosser comme un chien et je sais que sa première sera beaucoup beaucoup plus efficace que ma première. En revanche, mais ce que j'ai vu chez Bérangère, c'est-à-dire que sa première, elle avait encore à gauche à droite un trou. Mais il y avait quelque chose d'extrêmement sincère. Et à mon avis, la progression que je vais faire entre la première et la fin de mon mois à la Toison d'Or, elle sera beaucoup plus grande. Mais lui, il l'a déjà faite. Donc, quelque part, ça le rassure et ça le met dans des bonnes dispositions. Et franchement, je suis assez admiratif de ça. Maintenant, moi, je sais que c'est sûr que sur l'heure 20 que j'ai proposé au TTO, j'aurais testé des morceaux. Mais à la première, il y aura bien une demi-heure que je ne sais pas du tout comment elle va rendre. Mais du coup, tu testes comment ? Je vais faire des morceaux aussi au Comedy Club. Ah oui, j'ai l'impression de t'avoir jamais vu faire des J'y fais moins que toi et ça me rassure. Mais je sais pas comment le prendre. Non, mais c'est bien. Si, en fait,
Là, j'ai déjà des dates, par exemple, au Comedy Club. Ok. J'ai annoncé des dates. Peut-être les premières, je vais pas dire avec des feuilles, parce que je trouve que ça, c'est un peu irrespectueux, sauf si tu peux payer 3,50 €. Mais en revanche, j'irai vraiment avec l'explication au public, aidez-moi, quoi. Si c'est marrant, c'est marrant. Je crois que Dan Gagnon avait fait ça de manière presque trop grande à mon goût. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à dire lancez-moi un sujet, on va voir si c'est rigolo. Ça, je ne sais pas faire. En revanche, de leur dire voilà, ça c'est mon sujet, si ça vous fait pas marrer, c'est pas grave. Et en même temps, je crois que le public, aujourd'hui, il commence à bien décortiquer l'humour, donc il est assez preneur de ça. Mais c'est vrai que. Je pense que maintenant qu'on t'a vu sur une demi-heure, les gens ils ont envie de te voir sur 1h15. Et sans doute, tu auras un quart d'heure qui va être moins fort. Et au début, on va dire oui, c'est pas encore complètement prêt. Bon, on s'en fout. Sauf que tu as ton affiche, tu rentres dans la catégorie de ceux qui ont un spectacle. Et pour certains festivals, c'est important. Je pense que au Québec, aux États-Unis, tu peux faire carrière avec un bon 20 minutes. Donc tu seras jamais star du truc, mais comme c'est des espèces de shows où il y a un mec qui fait 5, un mec qui fait 20 et un mec qui fait 50, tu peux toujours être celui qui fait 20 et être considéré comme le mec qui a le plus beau 20 minutes du coin. En France, c'est quand même encore un petit peu connoté théâtre, l'humour. Donc effectivement, il faut une idée de spectacle avec ta gueule sur l'affiche. Connoté théâtre ? Quand j'explique la différence entre l'humour français et l'humour américain, c'est que en France, l'humour, il est né au théâtre. C'est-à-dire c'est Molière. C'est-à-dire que c'est du coup Palmade, c'est les personnages qu'on pourrait retrouver dans des pièces. Puis on arrive petit à petit à des gens qui parlent directement au public. Mais quand même, moi, j'aime bien monter sur scène avant, m'allonger 2 secondes sur scène, vérifier que mes chaussures de scène ne glissent pas sur la scène. Je repasse ma chemise, je me maquille. Alors ça a fait marrer pas mal de ceux qui sont arrivés après, parce que je suis encore un peu de théâtre. Aux États-Unis, l'humour, il est né dans les bars. C'est-à-dire qu'à un moment, comme les mecs qui parlaient fort, il y en a un qui a dit tu sais quoi, je vais prendre un micro et je vais parler plus fort, et puis les autres, vous allez m'écouter, puis après, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, quand l'humour est né dans les bars, tu peux te permettre de parler différemment, de mettre en scène différemment, d'être reçu différemment, de vraiment dire des trucs. Y a quand même un petit peu quelque chose de l'ordre. La scène, ça reste encore le plus gros domaine de liberté en France, à mon avis, par rapport aux médias. C'est-à-dire que c'est normal, les médias, tu allumes ta radio, je rentre chez toi. Quand tu achètes ton billet pour venir me voir, tu viens chez moi. Mais c'est quand même au théâtre. Tandis que vraiment, dans les scènes ouvertes ou dans les comedy clubs, là, vraiment, je pense que t'es encore plus libre parce que c'est encore plus dans une forme de conversation. Et moi, je tiens par exemple beaucoup à garder la théâtralité des choses. Je fais jamais monter personne sur scène. Ça, je crois que votre génération le fait plus du tout. Il y a une génération qui l'a un peu fait. Tu me regardes avec des grands Mais yeux. ouais, moi, j'ai vu. Hein. Ça me paraît tellement bizarre, là. Ah oui, Déjà, parler aux gens, je déteste ça. Ouais, cela dit, il y a des gens qui font ça hyper bien mais dans votre génération. Oui, mais je dis juste moi, mais il y a stand-uppers. des gens qui font ça incroyablement bien. Mais... Et ça, j'ai un petit peu appris. Mais j'ai appris mes limites. C'est-à-dire que je sais que je peux tenir sur une impro 45 secondes, mais je peux pas faire comme Kairon, partir 20 minutes sur un truc. Je sais qu'à ce moment-là, je me perds et c'est pas moi. Ok. Et t'as joué donc le show pendant 10 ans. Oui. Mais comment on se lasse pas? Je vous jure, madame, c'est vrai, mais non, je pourrais te le dire que je me suis lassé. Parce que c'est trop tard, tout le monde a payé, c'est ça? Ouais, non, mais oui, c'est ça. Je pourrais vraiment dire, franchement, il y a une centaine de fois où je l'ai joué, on n'y a rien à foutre. En fait, non, c'est toujours été mon petit plaisir du week-end, parce que la semaine, j'avais la radio, la télé. Ah oui, t'avais une date par semaine, c'est Une ça? ou deux, ouais. Je faisais souvent les vendredis soirs en région parisienne, les samedis, j'allais un peu plus loin en France. Et il y a eu des semaines un peu plus chargées, mais en règle générale, c'était ça. Donc, je sortais d'une semaine, j'avais écrit plein de nouveaux trucs pour la radio, où quand même il y a une petite pression. Quand même, Ardisson, par exemple, c'était une grosse pression. Tous les jeudis, on enregistrait. Le week-end, c'était mon petit plaisir. Je partais avec ma petite valise Sénat, là, demi-valise, là, celle de Georges Clooney, hein, quand il est businessman, où il compte les miles. Et j'adore ça. Et donc, jouer le spectacle, c'était aller dans une ville, c'était bouffer avec les gens de la salle après. Et donc, c'est toujours été un plaisir. Ouais. Il y a des fois où je pense que j'ai joué un peu plus en pilote automatique, mais bon, ça. Mais jamais en me disant, fais chier, je dois y retourner. Toute ta vie, tes loisirs, c'était ton travail? Ouais. C'est angoissant de dire ça? Je sais pas si c'est incroyable ou angoissant, ouais.
je vais peut-être retourner la phrase. Alors, toute ma vie, mon loisir, c'était un truc qui est payé. Oui, oui, mais c'est ça qui J'appellerais pas est, ça qui est travail, incroyable. mais ouais. Enfin, pas toute ma vie, ça fait 10 ans seulement. Enfin, ouais, ça fait 10 ans que je suis payé pour faire ce métier. Donc, ouais. Maintenant, je m'accorde un tout petit peu de répit occasionnel, mais quand je pars un week-end quelque part pour me reposer, ça me vide un peu l'esprit, mais du coup, ça me le remplit d'autres trucs, et je prends plein de notes, et en fait, quand je rentre, j'ai envie de mettre en pratique les notes et de faire des trucs, donc il n'y a jamais un moment où ça fonctionne pas, où ça tourne pas dans ma tête, mais je sais pas, je suis seul, non? Mais en fait, je sais pas. C'est... Ça a l'air à la fois épuisant et à la fois ça a l'air d'être tellement un truc automatique pour toi et c'est juste ton cerveau voit chaque chose comme un potentiel sujet ou un potentiel angle un peu marrant et je pense que c'est juste une sorte de gymnastique automatique maintenant mais C'est pas tant les angles, parce que comme je parle plutôt peu du quotidien ou de ce que je suis ou de ce que je vis, c'est plus une fois que je suis libre, tiens, j'ai 2 heures devant moi, ben, je vais ressortir la guitare, je vais dire, ah ouais, ça fait longtemps que je n'avais pas écrit une chanson, je vais réfléchir en me disant, putain, j'ai pas rappelé celui-là et on avait une bonne idée de pilote, de cours, de programme court, ou, tu vois, ou putain, ce film que ça fait 2 ans où j'ai pas avancé, notons quelques idées. En fait, c'est plutôt ça. Et, du coup, des angles, pas vraiment, mais ça arrive aussi, hein, que je me dis, tiens, ça par contre, faudrait que j'en parle à un nouveau spectacle. D'où 25 pages que j'ai redécouvertes un peu parce que j'y ai ajouté des trucs, je sais pas, même si c'est 10 lignes par semaine, ce qui est très peu, ça fait 10 idées, on va dire. Bah, au bout de 2 ans, ça fait peut-être 500 idées. Donc ouais, il y a des trucs à faire. est-ce que tu as une idée, une volonté précise de là où tu as envie d'emmener ce spectacle ou est-ce que tu te laisses juste aller Le nouveau ? Ouais. Aucune idée. En fait, pour moi, à partir de, il y a, on va dire, 3 ans, c'est-à-dire quand j'ai peut-être fini, on va dire, ma première saison chez Ardisson, je sais pas très bien ce qui aurait pu être, tu vois, tout était bonus. J'étais arrivé à peu près à, quand j'étais gamin, dans un truc qui était, déjà, c'est pas très grand chez moi, mais tu peux couper en deux, dans le 12e arrondissement. Et je regardais Guillaume en train de faire sa chronique chez Ardisson. Je me dis, putain, c'est quand même cool de pouvoir parler 10 minutes en télé, de faire une chronique à ce niveau-là. Quand j'y suis arrivé, puis ce spectacle a bien fonctionné, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que tu peux vouloir de plus si ce n'est accepter des trucs géniaux qu'on te propose, quoi. Et donc, ça fait 3 ans, je me dis, si ça s'arrête là, c'est cool. J'aurai des chouettes souvenirs. Et franchement, je suis déjà au-dessus on va dire, l'objectif. Maintenant, on peut s'en remettre, hein, mais j'ai pas de... Il n'y a pas un côté Sarkozy chez moi, j'y pense en me rasant, tu vois. Non. Mais bon, comme j'aime bien raconter des histoires, peut-être un jour j'en raconterai une bien en théâtre, en cinéma, le prochain spectacle. Je peux te dire que j'espère remplir des salles et avoir le Molière, mais honnêtement, je dors très très bien à l'idée que je l'ai pas. Hein. T'as encore des objectifs précis ? Précis, non. Mais comme j'arrive pas à mettre en off, les objectifs ils viendront un tout petit peu avec... j'ai eu la chance de tourner avec Bucois, bah, t'étais venu sur le tournage. Je trouve ça ouf qu'il m'ait demandé. Une fois qu'il m'a demandé, j'ai tout fait pour que ça se passe. Enfin, je suis allé à tous les rendez-vous, j'ai essayé de montrer mon envie et ma disponibilité. Et après, j'ai kiffé le faire. J'espère que les gens vont aimer, mais après, voilà, moi, j'ai fait le travail. Et ce sera pareil pour... l'Olympia, c'était pareil. J'ai essayé d'amener un peu des trucs un peu rigolos. Le Cirque Royal, pareil. J'ai essayé de rendre le public content, mais... ouais, j'ai pas d'objectif précis. En fait, le terme est bon. Du coup, ça m'évite de douter. C'est pour revenir au truc. Si j'avais décidé d'avoir le César du meilleur film dans 10 ans, je serais en proie au doute. Mais si je l'ai jamais, c'est pas... T'as encore besoin de validation ? Ou là, t'es en mode... Non, c'est tout le temps. Ouais. Sur la qualité de ce que je fais. Oui, la tienne, oui, mais celle des autres aussi. Ou est-ce que tu sais que
t'es arrivé à un stade où tu sais toi-même juger ce qui est bien, ce qui est pas assez? Sûrement pas, ça c'est sûrement pas. Et d'ailleurs la validation elle vient toujours du public. Et non, ça vraiment, je serais menteur de dire ça. Et surtout, j'observe beaucoup la nouvelle génération, parce que c'est celle qui est censée me remplacer, comme on a pu remplacer la précédente. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment vous parlez, de quoi vous parlez, et d'être d'une certaine manière proche de vous, tout en... Je vais pas essayer de vous singer, parce que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, de vous comprendre m'intéresse énormément. Je donne souvent l'exemple de Smaïn. Smaïn qui est... Tu vois qui c'est ? Je ne sais pas qui c'est. Ah merde. Bah écoute, c'était le premier grand humoriste d'origine maghrébine en France. On est en quelle année? Fin 81, il a été avec les Inconnus pendant un moment. Les Inconnus étaient 5, il faisait partie des 5. Et puis ils étaient 3. Et ils ont explosé à 3. Mais Smaïn tout seul a fait une énorme carrière pendant, on va dire, 5-10 ans. On va dire. Et quand les nouveaux sont arrivés, il s'est dit, mais non, l'arabe de service, c'est moi. Donc quand Jamel est arrivé, quand Ramzi est arrivé, il n'a pas vraiment été sympa avec eux, il leur a pas ouvert la porte, que du contraire. Résultat, quand eux ont réussi, parce qu'ils sont hyper talentueux, eh ben, ils ne l'ont jamais pris comme le papa dans les films ou le grand frère dans les films. Smaïn, aujourd'hui, bah, tu sais pas qui c'est. Il était dans Masked Singer, pour te dire. Oh fuck. Mais enfin, fuck, tu vois, tant mieux pour Lucie Boss. Et il joue encore comme acteur dans quelques films. Mais effectivement, je crois qu'il a pas vu les autres le dépasser. Et ça, pour l'instant, puis j'ai aucun problème qu'on me dépasse. Ouais, puis c'est pas mais j'ai envie d'être dans la vague. C'est une question de bienveillance vis-à-vis des gens qui essayent. Peut-être il y a une part d'humain au-delà de calcul, j'espère. Mais après, moi, ça m'intéresse de vous voir bosser et je remets en réflexion ma façon de travailler. Et c'est pour ça que j'ai acheté le Comedy Club aussi. Je trouvais ça super d'être comme ça, potentiellement grand frère d'une génération. Et c'est vrai que c'est cool. Je suis très admiratif de toute la génération belge. Là, en très peu de temps, vous remplissez les salles et vous êtes capable de faire... si pas 1h15, 45 minutes hyper bonne. Et donc tant mieux, parce que sinon si vous aviez 1h15 hyper bonne, vous seriez plus au Comedy Club. Mais... Si, c'est la famille. Ouais, tu reviens quand tu veux. Tu dis, tu remets en question ta façon de jouer quand tu vois la jeune génération et tout. À quel niveau? L'efficacité, la créativité. Un mec comme Roman Frécinet, j'ai trouvé extrêmement créatif dans sa façon d'amener l'absurde. Chris Esquire, c'est pas la nouvelle génération, mais c'était un peu un mec qui faisait beaucoup d'absurde. Roman a rendu l'absurde hype. Chris avait un public, je pense, un peu plus âgé. Ça, je trouve ça intéressant de voir cette façon de travailler là, cette façon d'amener les vannes, cette façon de préparer la chute, Mais il y a toujours des trucs que j'aime pas. C'est-à-dire, pour moi, le plus grand défaut d'un spectacle de stand-up, c'est que 2 jours après, on ne sait plus très très bien ce qui a été raconté. Et ça, je tiens beaucoup à ce que... Enfin, c'était ma patte déjà, mais ça peut être vrai sur un spectacle de personnage. Hein. Vous allez dire, tiens, ouais, il a fait la caissière, là, mais c'est plus que... c'est pourquoi il a fait la caissière. On se souvient très bien qu'on a passé un très bon moment, mais on se souvient plus trop bien de ce qui a été dit. Il s'avère que dans mon premier spectacle, les cases, elles étaient assez nettes, et quand Mort à Venise est passé à la télé, j'ai reçu plein de messages sur Arte, fatalement. Peu de gens prennent le risque de passer Mort à Venise. J'ai reçu plein de messages de gens qui me disent « Ah, c'était trop cool dans ton spectacle, on se souvenait, machin. » Donc voilà, j'aime assez bien l'idée que les gens se souviennent. Donc ce que les gens se rappellent de ton spectacle, c'est les œuvres des autres. Mais bien sûr, ouais, t'as raison. Mais bien sûr, c'est vrai. J'avais pas pensé. Oui, bien sûr. Enfin, il se rappelle. Alors oui, non, c'est vrai, parce que je reçois aussi pas mal de photos dans les musées. Donc souvent avec des Fontana, parce qu'il y en a beaucoup. C'est l'artiste qui met des coups de cutter dans des toiles de couleurs différentes. Et parfois, il me propose des nouveaux artistes. Il me propose des trucs en disant, mais celui-là, tu l'as pas mis dans ton spectacle. Donc je me dis que si les gens ils rentrent dans un musée d'art moderne et qu'ils pensent à mon spectacle, c'est un peu marrant. Mais donc voilà, donc ça c'est un peu...
pas tant l'angoisse que j'ai, mais je me dis, il faut rendre ce spectacle un peu théâtral, intéressant, où il y a des réflexions plus longues que le dîner de juste après le spectacle. Tu parlais pas du tout de toi dans le premier. Est-ce que c'est un truc que tu envisages de faire ou ça t'intéresse toujours pas? La question c'est, est-ce que toi ça t'intéressera? Du coup, les grands artistes, je me suis dit que ça devait intéresser des gens. Ici, un tout petit peu plus. Parce que la thématique est plus transversale. Donc, thématique donc, que tu ne veux pas dévoiler. Que je ne veux pas dévoiler, mais on va dire, le précédent c'était l'art. C'est comme si, par exemple, ici je faisais la joie. On va dire la joie, bon, j'ai ma joie, mais il y a la joie chez tout le monde. Donc voilà, donc si je dis transversal, il y a la joie dans l'art aussi. Donc je parlerai sans doute encore un peu d'art. Mais voilà, donc ça c'est, ce sera un tout petit peu plus personnel, mais je pense qu'on a décelé assez bien qui j'étais au sortir du... Tu n'es pas obligé de parler de toi pour qu'on sache qui tu es, donc je pense que... Un gauchiste. Un sale... Non, alors, c'est pas le spectacle qui décelait ça. Là, je suis sur un tract de la CGT. Bah, j'espère que ma mère va pas tomber dessus. Et on va faire un spectacle de soutien à la caisse de grève organisé par la CGT. Et donc je vais chanter avec Guillaume Meurice et Frédéric Fromet ce mercredi. Donc il y a mon nom sur un tract de la CGT. Je trouve ça super d'une certaine manière parce que je trouve que la lutte en soi elle est bien. Après je savais pas qu'il y avait marqué CGT juste à côté, après c'est cohérent. Mais bon, je suis membre d'aucun syndicat, mais ça me fait plaisir d'aller faire la fête pour les soutenir. Au-delà de ça, le spectacle était totalement apolitique. Du coup, j'ai eu 4 étoiles dans l'humanité et j'ai eu 4 étoiles dans Valeurs Actuelles. Et ça, c'est rigolo, parce que je sais pas très bien quoi en tirer comme conclusion sur moi-même. En revanche, je pense que humainement, tu peux déceler des trucs. Tu vas voir Gaspard Proust, on parle pas toujours de lui, mais tu sais à peu près comment il est. Tu vas voir Alex Vizorek, je pense aussi. Après, il y a des gens qui parlent très très profondément d'eux. Thomas Wiesel, qu'on aime beaucoup tous les deux, va jusqu'à raconter le fait qu'il peut pas avoir d'enfant. Ça, je trouve ça extrêmement intime, mais plutôt intéressant. Enfin, c'est-à-dire que dans la perspective où si tu parles de toi, tu parles des autres, ça me va. Mais je suis pas trop dans cette veine-là en écriture. Je dis pas que j'y viendrai jamais. Peut-être le tu seras un vieillard. Troisième spectacle s'appellera Moi. C'est ça. Alex Vizorek. Les dessous du succès. Moi. Comment je suis devenu un humoriste ringard. Et donc voilà, oui, c'est rigolo. Mais c'est vrai que votre génération, vous partez de n'importe quoi parlant de vous, quoi. Alors, ce matin, j'ai eu un ongle incarné. Je crois que j'en fais un 5 minutes ce soir. Ça va être assez intéressant. Ouais, mais là, tu prends l'extrême aussi. Il y en a beaucoup comme ça. Mais ça me dérange pas, hein, parce que moi-même, n'ayant jamais vraiment eu d'ongle incarné, c'est un sujet en soi, je suis pas contre l'idée d'en entendre parler. Hein. C'est pour ça que je trouve que Roman, par exemple, a des prémices plutôt originales. Oui. Ça, j'aime bien. Enfin, j'ai toujours pas vu le spectacle complet, mais... Moi non plus, on va dire, mais j'ai vu beaucoup de morceaux, y compris dans la salle. Et j'aime bien ça. J'aime bien quand il part d'un truc vraiment totalement absurde et qu'effectivement, t'avais pas anticipé. Maintenant, on peut me parler d'un ongle incarné. Si on en parle bien, franchement, je suis même capable, si tu me dis fais-moi 5 minutes sur un ongle incarné, sans doute d'essayer de placer une citation de Schopenhauer et d'essayer d'intellectualiser l'ongle incarné. On mettra des jeux de mots, tu vois. Bah oui, évidemment. Un petit jeu de mots, les gens aiment bien, c'est mon public de quinquagénaire. Tu bosses avec des co-auteurs? Ouais, plein. T'en as beaucoup? Je pensais que t'en avais 2. 5. Alors, j'en ai toujours 5 qui sont un peu moins actifs cette année parce que Hardisson prenait beaucoup de là, tu fais quoi en fait? Aujourd'hui, t'as quoi? Aujourd'hui, j'ai France Inter 3 fois par semaine alors que j'avais 5 l'année dernière. J'ai la matinale de France Inter 1 fois par semaine, toujours été. Et j'ai Michel Drucker 1 fois par mois. Et j'ai mon spectacle et j'ai eu le gala à Montreux, j'ai encore l'un ou l'autre gala qui arrive. Donc j'ai besoin de gens qui travaillent avec moi. Quand j'ai commencé, je ne l'avais pas. Le premier spectacle, c'est moi qui l'ai écrit. Après, j'ai rencontré des gens et la demande de chronique était plus grande et ma demande d'originalité était plus grande. Donc je voulais d'autres idées. Parenthèse, tu n'as des co-auteurs que pour les chroniques, pas pour la scène. Exactement. D'accord. Et ce qui va se passer ici, c'est que, à mon avis, je vais écrire une V1 tout seul et je vais leur envoyer
et s'il y a des vannes de pimp, on va dire comme ça, qui me plaisent, je vais les prendre. Je commence à avoir... Ils écrivent pour moi, donc je commence à avoir l'habitude de vendre des choses qui sont pas les miennes, même si quand je le dis, toujours je me dis putain, j'aurais aimé l'avoir écrit. Et je me la réapproprie. Ma grande fierté, c'est quand ils m'envoient une vanne un peu boiteuse et que j'en fais une très bonne. Et là, je me dis, bah voilà, ils m'ont fait la passe décisive. C'est pour ça que tu travailles pour moi et pas l'inverse. Non, mais parfois, alors non, parce qu'en plus, c'est du coup une bande de potes. C'est des gens qui n'ont pas envie d'être sur scène pour, je réfléchis, la plupart, pour ne pas dire tous. Okay. Donc vraiment, ils sont plutôt à dire putain, bien vu, parce que je sentais bien que j'avais la bonne idée de départ, mais je ne suis pas arrivé à la formuler. Et tu l'as bien formulé. Après, il y a des punchlines nickel que j'ai rien à changer. Je trouve qu'elle est hyper bonne. Après, c'est moi qui fais ma sauce parce que je suis pas une machine à punchline. J'essaye quand même dans mes chroniques du matin, notamment, d'avoir un fil conducteur. Donc, je les intègre à une histoire. Donc voilà, j'arrive encore à faire à avoir ma plus-value. Et de toute façon, c'est l'écrit, moi, qui m'intéresse le plus. Et donc, les gens me disent, pourquoi tu prends des co-auteurs, c'est ça qui t'intéresse le plus? Parce que je trouve ça assez super qu'on puisse élever le niveau en étant ensemble. C'est con ce que je veux dire, mais je prends souvent l'exemple de Rembrandt qui avait un atelier, quoi. Le mec il disait bah, tu vas me faire un peu un mec qui marche dans le noir là. Moi je viendrai terminer le mec parce que c'est ça que les gens vont regarder, mais autour bon vous me mettez 2-3 trucs et ça ira très bien. Mettez un chandelier là et je reviens dans 1 heure. Bah, c'est un peu ça que je fais avec mes chroniques, toute proportion gardée quant à l'impact historique qu'aura mon travail par rapport à celui de Rembrandt. C'est quoi vu que tu dois écrire du coup pour pas mal d'émissions, que tu as énormément de choses à produire, à mettre ensemble quand tu bosses avec les co-auteurs, c'est quoi ta route, enfin pas une routine, mais comment est-ce que c'est quoi ton processus d'écriture? Tout le monde travaille pas sur tout. Quand j'ai présenté les Magritte par exemple et les Molières, j'avais Christophe Bourdon qui lui est assez féru de réalisation. Donc les capsules qu'on a coécrites à 4, c'est lui qui les a réalisées. Donc parfois il disparaissait, il allait faire un storyboard pendant que nous on écrivait le discours de l'un ou l'autre mettant ou les punchlines du mien. Mais habituellement, pour France Inter l'après-midi, 2 d'entre eux sont très actifs et m'envoient des choses vers midi. Pierre Churette et Landive, que vous pouvez suivre sur Twitter. Ouais. Eux m'envoient des trucs. Je fais ma soupe pour faire le journal, qui est à peu près un enchaînement de punchlines. Donc là, je prends ce qu'ils me donnent, j'essaye de leur donner une idée de journal. Je trouve moi-même des sons aussi, je trouve moi-même des vannes. Et donc ça, je fais ma soupe avec ça. La partie sketch, on la coécrit souvent avec quelqu'un dans le bureau. Pareil pour le sketch de départ. J'aime toujours bien donner l'ordre de début en fait, et je pense que la meilleure façon de bosser c'est celle de la chronique du matin, c'est-à-dire qu'on est lundi soir, je sais ce que je vais faire comme thématique demain, je leur écris voilà ce que je vais faire comme thématique demain, peut-être faites-moi des vannes sur ça, et entre 8h et minuit moi je fais ma papote et ça arrive, eux m'envoient les trucs à minuit, j'intègre, le lendemain je termine complètement le truc. Je me lève plutôt vers 6h du mat et à 9h c'est prêt. Et donc parfois il y en a un qui me dit parce que en fait je les ai pas enfermés dans ma cave. Donc il y a toujours un qui me dit parce que ça coûte beaucoup trop cher d'avoir une cave à Paris. Déjà c'est pas rentable et puis c'est illégal je crois. Ouais je sais, c'est vrai que c'est con de s'arrêter à ça. Mais donc ouais donc j'adorerais les avoir sous la main en permanence, t'ouvres un placard, trouvez-moi des vannes. Mais pour finir, les moyens technologiques actuels, je crois qu'un mec comme Desproges était dans les premiers à avoir des fax ou des trucs comme ça pour envoyer des trucs avec les gens avec qui il bossait. Nous ici c'est quand même cool, on s'envoie un mail, pouf, je dois même pas les appeler, je donne mes consignes et puis ils me renvoient des trucs et puis je prends pas. Donc c'est la méthode de travail, personne s'en est jamais plainte. Je pense que je les rémunère assez bien pour que personne se plaigne. Donc ça c'est hyper important. De toute façon, si tu rémunères pas bien tes auteurs, ils vont écrire pour d'autres. Et puis j'essaye aussi de les mettre sur des projets annexes. Quand on me demande des trucs, développer des émissions de télé, des machins comme ça, moi j'ai pas toujours le temps de le faire. Et puis eux sont après les meilleurs pour savoir ce dans quoi je serais bon, quoi.
Si tu écris jusque minuit et que tu te lèves à 6h, tu dois avoir un putain de rythme de vie. C'est juste le lundi soir. Ah d'accord, ok. Tu te touches le reste du temps. Déjà vers minuit et 15. Ouais, comme ça, on essaye d'aller vite. Comme ça, on peut dormir un peu plus longtemps. Et j'ai eu un rythme de vie de merde pendant les quelques années, il y a 4-5 ans, parce que je faisais les pré-matinales, donc le 6h55, le lundi, le mardi, donc ça c'est quand même une sacrée tannée, ça te nique un peu déjà la semaine. Puis tu joues, t'as un truc. Donc effectivement, il y a toute une période où j'étais un peu en narcolepsie comme ça, pouf, tu dors 2 heures quand t'avais le temps. Maintenant c'est un peu mieux, j'essaie de mieux m'organiser et je vais voir beaucoup de spectacles pour, comme je te disais, toujours rester connecté. Et puis dès que je vais voir un truc, en fait, je fais partie de ces gens qui sont pas passifs à la culture. C'est-à-dire que dès que je vais voir un tu truc... notes les bonnes vannes. Non, j'ai des idées, tu vois. Je note pas les bonnes vannes, mais je vois un truc, je me dis putain, ça, j'aurais envie de parler de ça. Ou même, tu sais, je vois un chanteur, il a une disposition scénique qui me plaît, je le note, bon, ça me servira peut-être un jour, des trucs comme ça. Donc je suis toujours un peu à me dire, et si c'était moi à peu près dans n'importe quoi. Donc il y a des donc domaines égocentrique, monsieur absolument. Vizorek. Je suis capable au PSG de me dire, et si c'était moi à la place de Neymar, est-ce que je serais parti à droite? Bon, ça par contre j'arrive pas à l'utiliser beaucoup, mais non, oui, égocentrique, mais avec une certaine modestie. Je me rends bien compte que c'est pas moi, mais je me dis en fait trop bien, autant apprendre des grands. Donc ça me va toujours, et même des mauvais d'ailleurs, parfois tu vas voir un spectacle, il y a de bonnes vannes, mais en fait il y a plein de trucs, tu dis ça, il faut pas le faire. Donc c'est aussi un truc que tu apprends. Tu dis ça, je le ferai jamais. Et j'ai pas vu votre spectacle, c'est ça, d'essayer de vous positionner. Mais et donc pourquoi je disais ça par rapport à la méthode de travail. Et donc oui, maintenant, donc je vais voir beaucoup de spectacles et donc ma vie est pas chiante maintenant. Elle l'a été un peu. Enfin, quand je dis chiante, elle a été un peu la tête dans le sable. Moi, j'adorais ce sable parce que c'était la matière de travail et puis c'était le plaisir au fur et à mesure les choses tombent, le café serré, c'était quand même super en Belgique d'être face aux politiciens belges, puis pour France Inter qui arrive. Et j'ai toujours voulu être un bon élève. Donc, effectivement, à un moment, je me privais pas mal de choses. J'organisais jamais de vacances en me disant, on sait jamais si Michel Drucker téléphone. C'était devenu une blague. Avec ma compagne à l'époque, elle me disait, je suppose qu'on prend pas rendez-vous pour dimanche dans 3 semaines, on sait jamais que Michel Drucker téléphone. Je dis, bah oui, qu'est-ce que tu veux? Enfin, en tout cas, dis-toi, tu dis oui, et tu dis peut-être il sera là. Et Michel Drucker n'a jamais téléphoné avant, effectivement, il y a 1 an, quoi. Donc, Michel Drucker sur mon téléphone, hyper content. Et donc ça l'a fait rigoler, m'envoyer un message. Dire, il a enfin téléphoné, t'avais pas complètement tort. Ça pouvait arriver. Mais donc effectivement, maintenant j'essaye un petit peu de m'octroyer une vie de type un brin normal, mais en fait, j'aime pas trop l'idée d'avoir une vie normale, et donc c'est pas très très grave de dormir 5 heures par nuit, puis on a des vies marrantes, quoi. C'est-à-dire que je peux faire si on regarde mon téléphone, j'ai des réveils à peu près toutes les heures. Ouais, j'ai ça aussi. Je pense que Siri est le plus... il sait que je demande régulièrement des réveils à 18h. Voilà, Ouais. donc la sieste, mais même 19-21, hop, tu repars, c'est bon. Ouais. Ok. De nouveau, j'ai perdu. Donc on parlait rythme de vie. Tu fais du sport? Non, madame. Non. Non, ça c'est vraiment un truc. Je le regrette, je me suis inscrit à la salle de sport il y a 2 ans avec Charline. J'ai fait 3 séances L5, donc on n'a pas rentabilisé. J'arrive pas bien, je trouve ça chiant. J'aime bien les jeux, donc faire un foot ou un squash, je pourrais le faire, mais j'ai peur de me blesser. Ça a l'air con, mais en fait... C'est pour ça que j'ai arrêté le foot. Moi, j'avais peur de tomber malade, de devoir annuler des shows. Ah oui, non, parce que bon, après les gens ils disent bon, t'es pas non plus une star, mais c'est justement mon corps il est pas prêt, je peux très très vite me casser une connerie. Et donc il faudrait que je fasse de la natation ou de la course à pied ou de la salle. C'est quand même mortellement chiant, quoi. Ouais. Mais il faudrait. Ce matin j'ai mis une vanne sur Twitter parce que Brad Pitt a fait un super discours en recevant un prix hier. Franchement, il était hyper drôle. Et j'ai tweeté en disant merde, je m'étais juré que le jour où Brad Pitt ferait des bonnes vannes, je me mettrais à faire des pompes. Donc c'est aujourd'hui, et j'en ai pas fait aujourd'hui.
Mais il faudrait, c'est pas grand-chose d'en faire 20 le matin. Bah vas-y là. Ouais. T'as vu, il n'y a pas beaucoup d'espace. Non, Je pas. Si, je vais quand même te montrer un truc. C'est pas comme si j'avais pas investi occasionnellement dans des, tu vois, dans des objets. Est-ce que t'as des petits haltères? Exactement. Oh là là, mais quel homme. J'ai des petits haltères. Mais ils prennent la moitié de ton appartement. Quoi ça? Ils prennent la moitié de ton appartement. Déjà, mais j'utilise, tu vois, ils sont bien cachés derrière. Ouais. Honnêtement, on peut pas dire que je les utilise très souvent. Et en fait, c'est la rigueur qui me manque. Mais j'aime bien, moi, la vie où tu te dis, bon, demain, tu fais ça à 21h, bah super, ok. Mais si tu me dis, tu fais ça tout le temps à 21h, tous les jours, ça va me faire chier. Et donc, le sport, c'est un peu là-dedans, quoi. En fait, t'arrives à avoir une rigueur professionnellement, mais pas pour le reste, c'est ça? Même pas, parce que, par exemple, la vie de Charline, si tu veux parler d'une vie sisyphienne, hein, de l'humour... chaque fois je lui dis fais des trucs. Alors, dès qu'elle prend une demi-cuite un mardi, ça lui nique toute la semaine. Donc bon, parce qu'elle est à 7h55 à l'antenne et puis elle est à 17h à l'antenne. C'est serait bien que je connaisse mes horaires. et tout ça, donc après quelques années, elle a accepté d'enlever le vendredi. Donc le jeudi soir, occasionnellement, elles sont en colline et elle fait une grasse mat. Et à 9h, elle nous envoie déjà des messages parce qu'elle a des idées de thèmes. Donc effectivement, ça par contre, et j'aimerais pas parce que je trouve que je travaille beaucoup, elle aussi d'ailleurs, mais peut-être ça lui convient en fait, hein, ce système. Mais moi, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, tu tombes dans un truc tellement répétitif. Il faut que tu te la colles le mardi, quoi. Une fois le mardi, une fois le jeudi. Et alors, par contre, j'arrive à ne pas me la coller la veille à la Bec BD, la veille du moment où tu dois aller faire ta chronique, quoi. Ça, par contre, j'ai beaucoup de respect pour les 3 minutes qu'on me donne. Je trouve ça assez fou qu'on puisse parler à 1,5 million de gens pendant 3 minutes, donc j'essaye de pas les brader. Parfois je change pas le monde, hein, pas se mentir, j'ai fait des chroniques un peu cons, mais par contre je trouve que pendant 3 minutes il faut que les gens en aient pour leur argent, qu'ils sentent le travail un peu. À la très grosse louche, t'as fait combien de chroniques là, dans ta vie? Genre des centaines? On doit pas être loin des milliers, du 1000, oui, facilement, oui, je dirais. Est-ce que des fois tu tombes dans des automatismes ou genre C'est sûr, c'est un peu ma grande angoisse. Mais c'est pour ça que j'essaye de temps en temps de break mon attente. Ça me fait assez plaisir quand les gens ils me disent en vous écoutant on sait pas toujours à quoi s'attendre. Et ça me rassure. Je croisais Eric Emmanuel Schmitt dans un Thalys qui m'a dit ça. Je dis putain, je savais pas où vous m'écoutiez. Et puis il me dit non, c'est chouette parce que c'est toujours assez surprenant. Je dis bon, ça fait plaisir. Je suis pas par opposition vraiment à qui, mais j'essaye une fois d'ajouter une petite chansonnette, une fois de mettre des sons, une fois de citer les grands auteurs, et puis une fois. Mais bon, je crois que quelqu'un qui me connaît bien et qui suivrait tout mon travail, mais ça, c'est vraiment des gens qui ont des problèmes. Il connaît les trucs et m'a peut-être entendu 30 fois utiliser la même ficelle. Quand je dis ficelle, c'est pas la même vanne, mais la même ficelle. Ça, c'est pas exclu, ouais. Maintenant, bon, je me dis, les chanteurs, ils chantent leur tube, quoi. Et c'est pour ça qu'on les aime bien. Donc à un moment, avoir un style, c'est pas non plus un drame. Si t'écoutes des chroniques de Desproges au tribunal, tu piges un peu le style. Régo était plus créatif. Desproges écrivait mieux, mais Régo était plus créatif. Il essayait de briser le systématisme. Donc voilà, je me dis que c'est pas un drame, mais maintenant le jour où effectivement on me fait la remarque un peu trop, je saurais qu'il faut passer à une autre façon de raconter l'histoire. Comment tu sais les projets que tu vas accepter et ceux que tu vas refuser? Parce que t'en as plein qu'on te propose. Et t'en as plein que t'acceptes. Presque tout. C'est ça. Et non, mais c'est ça le problème. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me propose de faire une voix pour je sais pas quoi, et c'est un matin. Et bon, comme je suis à Bruxelles l'avant-veille, je dis bon, je vais rester et je ferai votre voix. Il m'arrive quand même de dire, hein, j'exagère, mais bon, quand c'est bien payé, je pense à la retraite. Des auteurs à nourrir. Non, là, c'est en plus le texte est fourni, donc j'ai juste posé ma voix.
J'ai des auteurs à nourrir, oui, ça c'est sûr, mais ça j'estime que ça fait partie des frais normaux. Mais après, non, j'anticipe une forme de retraite. J'anticipe vraiment l'idée qu'à un moment, les gens ne voudront plus de moi parce qu'il y a d'autres trucs, parce que voilà, après, je crois que ça va me mettre un petit coup. Hein. Je fais un peu comme ça, comme si c'était un cycle de vie normal, mais à un moment, je crois que mon système, on l'aura compris, et puis il y a quelqu'un qui arrivera avec un nouveau système, une nouvelle écriture. Quand j'ai vu arriver Guillermo et sa façon d'écrire, je me suis dit waouh, je ne sais pas faire ça, et c'est vraiment intéressant à faire. Coup de bol, mon public un peu âgé trouve qu'il parle trop vite, donc je suis encore... Et son public à lui trouve que tu parles pas assez de ta bite. Exactement, donc on arrive encore à être assez complémentaires, à se partager un certain public. Il y aura un peu plus de cul dans le deuxième. Promis. Oh là là. Bah oui, j'ai l'impression que ça plaît aux gens. Bon, alors, parler de ma bite. Enfin, parler d'une bite. Peut-être ce sera la mienne. Il n'y aura pas de cheval, mais... Il n'y aura pas de cheval, mais il y aura peut-être une tub. C'est Baffy qui était arrivé déguisé en bite. Pardon, non, il avait déguisé... Non, Baffy, Laurent Baffy. Il avait déguisé quelqu'un du public en bite. Et il le faisait courir, c'était très rigolo. Très rigolo. Alors, le spectacle de Baffy, par exemple, là, en matière de créativité, c'était quelque chose. Je crois que ça marchait pas à tous les coups parce qu'il fallait des bons clients, parce qu'il emmerdait tout le monde dans la salle. Donc chacun avait une responsabilité. Enfin, il faisait une espèce de grande fanfare. C'est original. De quoi on a parlé, je ne sais plus. Des projets. Donc je dis enfin, en fait, oui. Et c'est pour ça que de temps en temps, je suis obligé de mettre des croix dans mon agenda pour dire là, tu pars. Et en fait, c'est nouveau, hein, ça, c'est quelque chose. Et donc, après les Magritte, j'avais dit à mes auteurs. On finit l'année un peu en roue libre, on est un peu tranquille, il n'y avait plus que la radio et Ardisson, parce que déjà quand même du travail. Mais... Et je crois 3 semaines, 1 mois après, on m'appelle pour les Molières. Et je dis, mais vous êtes fous, c'est dans 2 mois. Ils t'ont appelé 2 mois à l'avance. T'étais leur plan Z. C'était le sketch d'ouverture, j'étais leur plan 1000, tu vois. Je pense que tout le monde y est passé. Enfin, tout le monde a refusé. Et oui, à demi-mot, ils m'ont dit, ouais, c'est pas faux. Ouais. J'exclus pas qu'ils me refassent le coup cette année, hein, mais j'ai pas le temps vraiment cette année, donc c'est une vraie excuse, c'est mon spectacle, mais c'est pas impossible. Là, je sais pas où ils en sont. Là, ils commencent toujours, à mon avis, à vouloir Lucchini, puis descendre, Baird, de Gallienne, de Dienne, puis moi. Donc voilà. Et je sais plus ce que je racontais. Et oui, donc ils m'appellent pour les Molières. Et je dis non, et je réponds vraiment au téléphone. Hein. Je dis c'est hyper gentil, je suis hyper flatter, mais vraiment l'année prochaine avec plaisir. Mais cette année, en 2 mois, c'est pas possible. J'ai mis 8 mois pour faire les Magritte. Ils m'ont dit ouais, bien sûr. Je vous rappelle dans 2 jours. Donc j'écris, je me vois revenir dans le bureau. Je dis à Charline, je m'a proposé les Molières, ça fait trop plaisir, mais t'inquiète, je les ferai pas. Et elle me dit oui quand même, hein, c'est beaucoup de travail. Oui. Et donc j'écris un mail à mes co-auteurs en leur disant les gars, chapeau pour notre travail au Magritte et en général parce qu'on m'a proposé les Molières, donc à vous aussi. Donc voilà, je vous dis juste que je vais refuser. J'espère que personne m'en veut. Les deux, il y en a un qui me répond non bah ouf, c'était Pierre Chorette, il me dit ouf, on a déjà travaillé comme des chiens. Julien Demarche qui répond dis donc pour une fois que tu refuses un truc, c'est quand même fou. Et Christophe Bourdon qui dit c'est comme tu veux. Et puis, je rentre chez moi, je me dis, putain, les fucking Molières, quoi. C'est quand même, il y a 2 cérémonies en France, quand même, ils font bander, c'est César et les Molières. Bedos, j'étais dans la salle pour Bedos, pour Lutz. Je me suis dit, quand même, c'est la classe, quand même, d'être là. Bon. Et je regarde mon fameux agenda, et je vois 1 semaine où il y a marqué Italie. Je dis, mec, c'est à 3 semaines avant les Molières. Je dis, je peux pas aller me dorer la pilule en Italie en passant 1 semaine à me dire que j'aurais pu faire les Molières. Donc, j'ai rappelé le lendemain, j'ai rappelé les auteurs, j'ai dit, est-ce que vous êtes disponible cette semaine-là? On me dit oui, j'ai rappelé la production, je dis si vous me louez un appart à Paris pendant 1 semaine et que mes auteurs peuvent venir, je le fais. Ils m'ont dit oui. Et donc tu as écrit une cérémonie en 1 semaine? On a travaillé, enfin moi on a dû tourner les trucs, tout ça, mais oui, en même pas 2 mois, ça c'est sûr, en même pas 2 mois. Mais bon, voilà, il y avait des codes qu'on avait déjà un peu assimilés, heureusement, au Magritte, mais... Ouais, on a bossé comme des chiens, oui. Après, c'est plus facile d'avoir des gens pour remettre. À Paris, t'appelles, machin, il dit, oui, j'arrive. Enfin, encore, pas tout le monde, hein. Mais à Bruxelles, c'est compliqué, hein. D'appeler des acteurs français pour leur dire, vous venez passer le week-end, vous allez remettre un Magritte. Quoi? Alors, c'est comme un César, mais c'est pour que les Belges, comme ça, on est sûr qu'on gagne. Donc voilà, ça c'est plus compliqué. Mais du coup, voilà, effectivement, donc, cette semaine en Italie, je l'ai jamais faite.
Mais j'ai présenté les Molières, donc je trouve ça un peu... je trouve tu vois, c'est plus chic, je préfère. Quand est-ce que tu as compris qu'il se passait un truc et que probablement que tu n'allais plus avoir à courir après les projets et qu'ils allaient venir à toi tout seul? Ça, je le pense toujours pas. Ah ouais? Mais ouais, vraiment, vraiment. J'ai fait des trucs où les projets sont venus et je les ai loupés. J'ai fait une lecture d'une pièce de Ruquier, mise en scène par Patrice Lecomte, avec Michel Aumont. Donc, Ah oui, j'avais entendu parler de c'est ça. assez surprenant, c'est-à-dire que tu as tout le monde autour de toi, Michel Aumont qui te donne la réplique, Lecomte, Ruquier, Dumontet. J'ai du mal lire, j'ai du mal faire. En tout cas, ça s'est pas du tout fait. Michel Aumont est mort. Ça se fera pas. T'as vraiment très mal lu. Il est pas mort dans les jours qui ont suivi, hein, sinon j'aurais pris sur moi. Mais donc voilà, donc, tu fais des trucs comme ça, tu doutes tout le temps. J'ai le doute positif, je crois. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas une angoisse, le doute. C'est même plutôt sain. Si tu l'as pas. Par contre, j'aime bien un tout petit peu le cacher, j'aime bien un tout petit peu essayer de le combattre. La fois où je me suis arrêté, j'étais en bagnole et j'écoute un message vocal. C'était le numéro 2 ou 3 de la première qui m'appelle pour me dire écoute, truc est pas là la semaine prochaine, on voudrait te tester, est-ce que tu voudrais venir faire le café serré? Café serré, c'est la grosse pastille d'humour sur la première face à un politicien. Et là, je suis sur l'autoroute de Liège, je crois. Je me suis garé, j'ai pris une grande respiration et je me suis dit putain, il y a quelqu'un qui pense que si je cause pendant 3 minutes et demie à la radio, c'est intéressant et c'est valable, c'est autorisé. Moi qui pensais être assez bon pour écrire des discours de mariage, et donc être écouté par 80 personnes dont j'en connaissais 65. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui change. J'ai rappelé, j'ai dit, ouais, je veux bien. On m'a dit, ouais, c'est Laurette Collings. C'était un gros morceau quand même, déjà tout de suite. Et je suis pas mauvais. Enfin, j'ai pas dormi la veille. Enfin, j'ai eu 3 jours pour la préparer. Je pensais qu'à ça. Je mettais mes meilleures vannes. J'ai sorti quelques bonnes vannes du spectacle en disant, moi, je suis sûr de ça. Comme on fait tous aux premières chroniques. Et ouais, et donc là, je me suis dit, il y a un pas. Et l'autre pas, c'est sans doute les Molières, où le métier, après, le lendemain, j'ai reçu des textos de gens du métier, de gens que j'admirais. Michalik qui est venu me taper sur l'épaule en me disant putain, c'est pas facile de tenir une cérémonie, c'est super. Mais plein d'autres, enfin, je le donne lui comme exemple. Et donc là, je me suis dit, en fait, peut-être un tout petit peu, je suis encore un cousin très éloigné, mais je fais un tout petit peu partie de la famille. Alors, il faut pas s'empâter, parce que je crois que faire partie de la famille, c'est le début de se dire, tout est arrivé. Mais en même temps, faut prendre un peu ce bonheur-là, quoi. Tu penses que tu finiras par devenir un peu un vieux con qui prend tout pour acquis? Je pense que je finirai par devenir un vieux. Et j'espère pas con. Parce que j'en vois beaucoup, et ça m'angoisse. J'en vois beaucoup à l'émission. Moi, j'aime bien inviter les vieux. Et du coup, parfois, ils sont cons. Mais en fait, plusieurs fois, je suis sorti de l'émission en me disant, mais putain, quand je serai vieux, j'aimerais bien être lui. Pour donner quelques exemples, Jean-Claude Carrière. Putain, mec, il est là avec 4 jeunes, il a travaillé avec Milos Forman et Louise Buñuel, et il se poile, et il est généreux, et il écoute. Pierre Lescure a fait plein de trucs dans sa vie, outre avoir été l'homme de Catherine Deneuve, parce que j'ai un exploit en soi, mais il a dirigé Festival de Cannes, il a dirigé Canal+, là, et je me dis putain, il est punk, quoi, tu vois. C'est pas le premier adjectif que tu dirais, mais franchement, tu te dis putain, il est chouette, quoi, il est généreux, il est sympa. Et donc j'essaye de me dire, et ça je garde dans un coin de ma tête, quand tu seras vieux, sois comme ça, quoi. Sois pas... Il y a des jeunes cons aussi, hein, c'est pas la question. Hein. Peut-être même plus parfois. Sinon tu restes pas si longtemps là. Mais oui, on a eu des vieux où tu te dis, il est totalement déconnecté. Enfin, tu vois, on en voit qui ont l'espèce de péril permanent, qui ont l'impression qu'un jour on les écoutera plus. Je crois que j'aimerais bien être la psychanalyse d'Alain Finkielkraut. Je crois que c'est assez rigolo. Il s'accroche à un micro, à sa plume. Il faut qu'il puisse parler à quelqu'un de quelque chose et qu'il puisse donner son avis. Donc je trouve ça fascinant. Et ça, j'aimerais pas être, évidemment. Pas tant lui, hein, je souhaite beaucoup de plaisir à titre personnel, mais la personnalité publique m'angoisse un peu. Mais
Donc voilà, je vais essayer de pas être con. Et qui pense que tout est acquis, je crois que non. Ça, vraiment, j'ai trop vu des trucs. Enfin, non, ça, vraiment, je crois qu'en tête Justin Timberlake, ça doit être. Pardon, je sais pas lui, Justin Bieber. Ça doit être difficile de passer à côté de ça. Parce que depuis que t'as 17 ans, tu peux à peu près faire ce que tu veux. Tu dis, je voudrais un tigre. 2 heures après, il y a un tigre. Voilà. Et tu dis, je voudrais faire un album de ça. Tu vas faire un album de ça. Donc, effectivement, ça doit être très surprenant quand tu as 25 ans. Tout sera plus acquis, en fait. Donc, j'ai une forme de compassion pour ces gens-là. Je travaille avec Louane. J'espère vraiment qu'elle va continuer à bien bosser parce que ça a explosé à 19 ans. Et en comédie et en chanson, c'est très compliqué à mon avis. Elle a été plus connue à 19 ans que peut-être je ne serai jamais sur 50 ans de carrière. Mais du coup, c'est peut-être plus facile la façon dont je suis connu moi et où je progresse vraiment pas à pas, quoi. Il y a des fois où la notoriété t'a saoulé? Alors, notoriété, c'est quand même... oui, un petit peu. Mais c'est un grand mot, hein. Je veux dire, c'est pas Patrick Bruel à l'époque, on faisait fermer des pizzerias. Pour l'instant, quand le pizzaiolo me reconnaît, j'ai une double ration de mozzarella. Donc, arrête de te vanter. Non, alors l'autre jour, j'ai eu un gros kiff. Je vais au Sporting d'Anderlecht. Il y avait, plus de place pour Anderlecht Gang. Et le mec, mais vraiment, parce qu'en plus, je vais même pas au VIP. Hein, je voulais acheter mon ticket, tu vois. Et le mec me reconnaît. Donc, il refuse une place à Alex Vizorek. Ça a l'air de l'emmerder. Mais il me dit pas qu'il me reconnaît. Du coup, on continue à essayer de voir s'il y a pas un mec qui va bien à la sauvette. Et puis le gars, il tape sur le carreau comme ça quand les autres sont partis. Et il me fait venez. Il dit, j'ai appelé en haut, comme c'est vous, on va vous trouver. Et donc, je suis pu rentrer avec mon pote, on était tout en haut, hein, on n'a pas mangé du homard, mais j'étais trop content. Là, c'était vraiment le coup de peau d'être reconnu. Sinon, les trucs un peu, je trouve, gênants, c'est quand les gens tweetent là où tu es. Ah, yes. Donc, ça, c'est. Après, je passe par d'un bon sentiment, hein. Trop chouette, j'ai vu Alex Vizorek en gare de Nancy. Bon, oui, c'est vrai. Alors, du coup, ça arrive parfois que c'est pas vrai. Alors que tu dois t'expliquer, évidemment. Qu'est-ce que tu foutais à Ajaccio? Je n'ai jamais été à Ajaccio de ma vie. Oui, mais il y a un mec qui l'a mis, tu vois, mais il a dû voir un blond de dos et il s'est dit que c'était moi. Donc, voilà. Mais donc, oui, ça, c'est un petit peu, tu te dis, bon, c'est pas nécessaire. Mais de vrais soucis de notoriété, non. C'est plutôt sympa. Bon, les gens, ils sont plutôt gentils avec moi. Pour rebondir sur ce que tu disais, rebondir avec beaucoup de retard du coup, sur ce que tu disais sur le doute tantôt, j'ai lu ou vu, je pense que c'était dans Coupé au montage, mais sans certitude, que tu disais que l'important c'était de faire croire aux gens que tu doutais pas et de faire semblant que tu avais tout sous contrôle. Sinon, tu les perds totalement. Sur scène. Sur scène, ouais. Moi, je pense un peu ça, oui. Et est-ce que tu as toujours réussi à le faire? Non. Du coup, parce que j'ai senti le vertige. J'ai senti le moment où je pilotais mal l'avion. Je prends très souvent la métaphore de l'avion pour un spectacle, parce que c'est moi le pilote. Et donc, c'est à toi de rassurer les gens qu'il n'y a pas trop de turbulence, quoi. Et il y a des fois où tu sens que vraiment les gens ne sont pas rassurés. Enfin, maintenant, ça va mieux, hein. Surtout, je crois que je vais redécouvrir ça avec le nouveau spectacle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des phases de 10 minutes où je vais avoir l'impression d'être dans mon délire tout seul. Et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il essaye exactement de nous raconter? C'est pas clair, c'est pas abouti. Donc, quand tu perds les gens sur un truc pas clair, les 2 vannes d'après, même si elles sont bonnes, elles sont déjà niquées. Donc, il faut les reprendre, machin. Donc, voilà. Peut-être avec mon expérience aujourd'hui, je vais pouvoir arriver à les rassurer en disant, ok, t'es pas bonne, c'est pas grave, on va repartir. Mais quand tu commences, alors la première fois, tu fais rire tout le monde, donc tu dis, putain, c'est génial, j'ai tout compris. Et tu retournes, et là tu prends une espèce d'énorme four. La deuxième scène, j'ai oublié mon texte. Et j'ai dit, voilà, je suis vraiment désolé, j'ai oublié mon texte. Et ça m'est plus jamais arrivé, parce que cette espèce de. Tu vois du noir passer comme ça. Et tu fais, non, je fais pas ça pour ça. Et en fait, tu reviens avec un. Alors, du coup, j'ai joué 10 fois le sketch que j'avais joué la première fois. Parce que celui-là, au moins, je savais qu'il était bon. Et donc, en fait, j'ai compris qu'il fallait apprendre la scène aussi, une fois que j'avais joué mon texte. Alors, faut le faire plein de fois. Et puis, tu commences seulement à essayer d'en faire un autre. Et puis, un jour, tu trouves que t'es bon et tu tombes dans une salle qui n'avait pas prévu de te voir. J'ai fait des espèces de salles où ça dîne. C'est insupportable. Du coup, aujourd'hui, ça, c'est le luxe de choses que je peux refuser. Mais
quand ça dîne, au début, on te dit, bah, tu vas prendre un peu de pognon pour aller jouer là. Tu dis, trop Des bien. corpos dans des hangars. Voilà. Bah ça, le roi de la vanne l'explique Ouais, assez ouais. bien. Et c'est vraiment ça. Et donc tu le fais, et puis t'apprends vraiment bien hein, aussi ton métier. Tu te dis putain, si sur les 300, il y en a 50 qui m'ont suivi et que j'ai réussi à captiver, c'est déjà bien. Et donc tu te dis ok, bah là, la prochaine fois on va faire plus, et puis la prochaine fois t'apprends aussi, tu leur dis voilà, je veux plus jouer pendant qu'ils mangent. C'est ce qu'il faut faire, mais bon, un chanteur, tu le mets là, tu joues de la guitare, c'est pas grave. Mais toi, si on t'écoute pas, si on n'est pas avec toi, t'es vraiment tout seul, quoi, les gens. Mais les gens comprennent pas ce que c'est un artiste, ces gens-là, tu vois, les corpos typiquement. Là où les directeurs de salle, eux, ils comprennent. Ils sont très tristes quand ils doivent t'annoncer que malheureusement, leur salle de 200 places, il y a que 180. Tu fais putain, mais ils sont assis, ouais, ils mangent. Non, c'est génial, chapeau, merci. En revanche, les autres ils disent oui, oh bah là vous allez meubler un peu, hein, de toute façon. Le temps qu'on coupe la musique, je dis mais quoi, je suis pas présentateur. Et donc ça t'apprends, et donc là t'apprends le vertige, t'apprends le doute sur scène. Et c'est ça que tu en fait, je crois qu'il faut le vivre. Si ceux qui commencent, il faut qu'ils se plantent, quoi. C'est toujours le conseil que je donne, parce que quand tu vis ça, tu sais que tu veux plus le vivre. Mais si t'es assez têtu pour savoir que t'as quand même envie de revivre les moments de bonheur que t'as vécu sur scène, alors tu te bats pour que ça n'arrive plus, ce vide. Mais j'exclus pas, je te dis. Là, je vais aller faire des scènes ouvertes, je vais aller au nouveau truc de Farid, je vais essayer d'aller dans... J'ai dit oui à des trucs, One More Jokes, des trucs comme ça, je n'ai jamais trop fait. Je pense que les gens, ils savent pas bien qui je suis, tu vois. Le mec, il va dire, on a beaucoup de chance, vous l'écoutez sur France Inter. Non, il est là. C'est Alex Vizorek. Qui sait et pourquoi il l'annonce comme étant un génie. Et donc, j'ai tout à apprendre des mecs d'avant quand on fait 5 minutes exceptionnelles, et moi, je vais arriver avec du nouveau matériel. Mais je suis content de revivre ça. Avec un tout petit peu le confort de me dire, bon, c'est pas grave si je me plante. Quand tu débutes, c'est à chaque fois la fin de ta vie. Maintenant, ouais, c'est bon, c'est pas grave si je me plante, je le sais. Il y a des choses que tu aurais fait différemment dans ta carrière si tu avais le regard, le recul que tu as maintenant? Compliqué à dire. J'aime jamais trop dire ça parce que, pour finir, je crois qu'il y a des rendez-vous que j'ai ratés, mais qui m'ont permis de mieux les réussir après. Donc, première fois où je fais 4 jours de point virgule, je suis très correct les 2 premiers jours, très mauvais le 3e, et vraiment excellent le dernier. Et donc, à la fin, je demande au régisseur, je dis, mais Dumontet, il est venu Ouais, il est venu. Il est venu vendredi. C'était donc le mauvais jour. Du coup, il n'a pas pensé une demi-seconde à me prendre. Walter, à l'époque, il l'avait vu une demi-heure, je sais pas où. Pouf, il l'a trouvé génial. Et ben, j'ai raté ce rendez-vous avec Jean-Marc, que j'ai retrouvé par ailleurs sur plein d'autres trucs après. Peut-être, si j'avais été bon à ce moment-là, j'aurais peut-être gagné un peu de temps, mais du coup, j'aurais peut-être pas pu rencontrer Juste pour rire, qui a été la meilleure chose qui me soit arrivée et la pire. Mais grâce... C'est sûr que le timing était mauvais. Ouais, exactement. Grâce à la pire, j'ai rencontré Thierry Suc, et aujourd'hui, je suis extrêmement heureux avec ce producteur-là. Donc voilà, je pense que je ferais... Ouais, il y a peut-être 2-3 chroniques que j'écrirais autrement, hein. Ça peut être, mais je crois que c'est en ayant des... Je m'excuse très volontiers. J'ai eu 1 ou 2 fois un genre de souci ou shitstorm. Si je suis pas compris, j'estime pas que c'est de la faute des gens. Même s'ils manipulent le fait qu'ils m'ont pas compris, hein. Je pense que la plupart m'avaient bien compris. Mais ils trouvaient que j'attaquais Macron, donc du coup, j'étais une ordure. J'avais mal expliqué, je m'étais pas prémuni assez de l'utilisation de ce que j'allais dire, bien fait pour moi. Je me suis excusé très volontiers, mais plutôt que de m'excuser, je voulais expliquer l'humour. Je voulais expliquer pourquoi j'avais fait une faute dans mon écriture. Et pourquoi, quand on fait ce métier-là, qui c'est pas non plus la mine, c'est pas non plus le trapèze volant, mais quand même on est un peu sur un fil, et que de temps en temps on est du mauvais côté, et puis ça arrive, et on a tué personne a priori, quoi. Rassure-moi, c'était une interview, c'était pas un échange, parce que j'ai beaucoup parlé tout seul. C'est pas... On a dit que t'étais égocentrique. C'est vrai.
Tu vois, moi, je m'attendais à ce que tu me poses des questions et tout sur ma vie, mais que dalle, tu vois. Ouais. Moi, Pourtant, j'en ai plein, mais je trouve ça Je viens en impudique. France, je viens à Paris, je viens dans ton appartement. C'est vrai. Et tu prends même pas la peine de me Je demander t'ai comment ça demandé va, si tu tu vois. voulais boire quelque chose. Ah putain, c'est vrai. Et j'ai même pas bu. Non, trouvais oui, ça c'est une sympa. interview. C'est quoi le truc qui te fait encore le plus peur dans ta carrière aujourd'hui? Ça s'arrête. Là, je suis dans une phase où l'angoisse, elle est plutôt dans ce que je vais livrer. C'est-à-dire que là, les salles, elles m'ont acheté le spectacle 2 fois plus cher que le précédent. Il n'est pas écrit. Mais j'ai des dates, j'ai un agenda, je sais que je vais travailler. Moi, j'ai toujours été. Je discutais de ça avec Blanche Gardin. Elle me dit je prends pas un spectacle à plus de 6 mois parce que je sais pas si j'aurai encore envie de faire ce métier dans 6 mois. Je dis mais moi je suis l'opposé. En fait je prends des trucs le plus loin possible, comme ça je me dis au moins je ferai ce métier jusque là. Et donc effectivement donc on a rigolé parce qu'effectivement on a tout à fait une autre gestion de l'angoisse. Elle a un level plus grand, hein, je pense, mais en tout cas sur ce domaine-là. Et donc là, j'ai plein de dates. Donc, l'angoisse, elle est plutôt que ça s'arrête et qu'un jour, en fait, j'ai des trucs écrits et prêts et envie de monter sur scène et qu'on me dise, mais en fait, non. Vous n'intéressez plus personne. Bah voilà, cette année, on a pris machin. Non, c'est pas grave, l'année prochaine. Non, c'est déjà machin. Ok, d'accord. Et non, ok, d'accord. Et donc voilà, ça arrivera, hein. Ça arrivera. Et je crois que le meilleur exemple encore aujourd'hui de gens qui, je trouve, se sont le moins démodés, bon, ça fait longtemps qu'il est plus monté sur scène, mais c'est Guy Bedos. Il a eu des trous. Il y a des moments où c'était plus son tour. Bon, je pense qu'il a toujours continué à travailler, en tant qu'acteur notamment. Mais quand il est revenu à la fin, enfin, il est toujours vivant, en spectacle, les gens y allaient. Et moi, j'étais sa dernière à l'Olympia, j'étais dans la salle, c'était hyper touchant. Et il était encore très bon. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Ça, c'est le genre de carrière, je serais hyper fier. Mais voilà, je prends souvent François Morel comme exemple. Parce qu'il a toujours quelque chose à proposer, de différent, de surprenant. Et les gens le suivent tout le temps. Et je pense qu'il a jamais été à la mode et il a jamais été ringard. Et ça, c'est un compromis qui me plairait bien. T'as jamais été à la mode? Je crois pas. C'est pas quand même un truc d'il y a quelques années de les Belges à Paris. Si, mais ça c'est toujours un peu. Je sais pas, il paraît que les Suisses sont les nouveaux Belges là. C'est une connerie ça. Fuck you le Parisien. C'est des conneries. Nous on le sait. Même eux ils le savent. Ouais, ils le savent. Ils sont 4 coups de bol, tu vois. Ils sont 4 drôles, les a exportés en même temps, on coup de chance. Non, dans le Elle Magazine, il y a un abécédaire de la décennie. À la lettre B, c'est belge. En 10 ans, les Belges, on a compris qu'ils étaient vraiment. Ah bah alors c'est bon, on est sauf. Voilà, donc pour la prochaine décennie, il va falloir qu'on soit à la hauteur. Okay. Mais. Bah, c'est cool, du coup, tu dois faire ce métier encore 10 ans. Encore 10 ans. Ça, si t'as une date à me proposer en 2030, je signe directement. Chiche. Pour mes adieux. Mais donc, ouais, c'est ça le truc. On est parti d'un truc intéressant. Je sais plus c'était quoi le départ. Ah oui, non, j'ai jamais été à la mode, oui. Oui. Je pense que ça me va. Parce que ça m'angoisse, la mode. Et j'adorerais, et je voudrais pas être Angèle. Ouais, c'est terrifiant. Hein. Ça doit être terrifiant, t'imagines. Mon deuxième spectacle, déjà, c'est angoissant. Mais son deuxième album, ça doit être terrifiant. Stromae qui a fait 2 fois coup sur coup le coup du génie, je crois qu'il a raison là de s'arrêter. Je la suis, Christine and the Queen, c'est pas facile là bon moi là, j'ai fait un spectacle qui a bien marché pendant 10 ans, bon je peux faire un deuxième tranquille. Mais si t'as été le numéro 1, le top, je sais pas à qui je pense comme humoriste, mais Fari par exemple. Ferrari, bon exemple, Ferrari. Ça, Jérémy, il a ramé 10 ans. Et je pense que c'était en partie parce qu'il n'était pas assez bon, et en partie parce que c'était pas à son tour. Et puis quand il a explosé, ça a explosé. Et il a super bossé son deuxième. Ouais, c'est un taffeur de dingue. Hein. Qui est bien assuré. Et je crois, il est en train de préparer le 3e. Ouais, il fait le rodage. Et je crois, d'après ce qu'il met comme photo, mais les échos que j'ai aussi, ça se passe plutôt bien.
Donc je crois vraiment que chaque fois, il voudrait pas se décevoir et décevoir les gens. Donc ça, j'aime bien ce côté combatif-là. Qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent de ce que tu fais de toi? Là, ça fait très t'es mort si je demande de retenir de toi, mais... En vrai, j'ai aucune angoisse de postérité. Ça pourrait paraître mais idiot je parce parle que... pas de postérité, mais genre, t'as envie qu'on dise quoi de ton travail, en fait? Genre, je suis allée voir le spectacle d'Alex Vizorek, le 2e, et ben... Ah, bah alors, le deal avec le public, c'est qu'ils passent un bon moment pendant 1h30, tu vois, et que ils estiment qu'ils en ont eu pour leur argent, et le public va voir beaucoup plus de spectacles qu'avant, donc ils ont même de quoi comparer. Et cette année, au TTO, il y a 3 One, il y a Ron John, il y a Guise et il y a moi. Donc ils auront de quoi comparer, pour peu qu'ils soient abonnés, ils ont vu les 3. Donc j'ai pas envie qu'ils estiment que l'un des 3 dont on aurait pu se passer et que ce soit le mien. Mais au-delà de ça, de temps en temps, je trouve assez touchant quand d'autres humoristes me citent. C'est pas du tout une demande que je fais aux gens. Mais je trouve ça toujours assez touchant quand ils disent ça m'a fait marrer, la première qui a fait ça. Je dis écoute, non, tu vas arrêter tes conneries, c'est Laura Lone. Elle me dit mais je t'écoutais à la radio, pas quand j'étais petite, mais c'est pas loin de ça. Je dis merde, meuf, ça va. Il a commencé 3 ans et demi avant toi. Mais au fond, C'était déjà vieux. Et moi, je l'ai dit à Thomas VDB et à Ben, tu vois. Et alors, il s'avère que j'étais effectivement un peu plus âgé qu'elle, mais... Thomas VDB et Ben? Ouais, moi, je les écoutais sur France Inter quand j'étais au cours Florent, en train de me dire est-ce que j'aimerais pas faire ce métier, tu vois. Et je trouvais brillant en chronique. Donc, il y a une chronique de Thomas VDB face à Boutros Rally, qui est vraiment très très drôle parce que... il lui conseille de regarder des films avec Miu Miu. Ça a l'air comme ça idiot. Il n'y a que des trucs avec des doubles. Vraiment, je crois que c'est vraiment la première idée que tu as quand tu veux créer une chronique face à Boutros Rally, c'est celle-là et tu dis, bah, j'en mets une où tu dis non, je fais pas. 4 minutes. 4 minutes de trucs en double. Ça m'a fait tellement rire. Et évidemment, comme la tête de Thomas suffit à faire rigoler, ça marchait très très bien. Donc voilà, je regardais ces gens-là. Donc si de temps en temps, il y a quelqu'un qui me dit... Bertrand Huclat là, de Brut, il m'a cité dans son portrait parmi les gens qui écoutaient. Je trouve ça hyper flatteur. Et donc ça, je trouve ça pas mal, parce que comme j'ai pas de gosse et je n'ai pas du tout vraiment envie d'en avoir... Tu ne fais que semer des citations. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des enfants, t'as des petits bouts de ton cerveau. Non, c'est-à-dire que... tu me prends vraiment plus prétentieux que je suis. En fait, ce qui m'ennuie dans Ne pas avoir de gosse, c'est pas m'occuper d'un chiard ou, tu vois, ou de laisser une trace de mon passage sur Terre, de rien à foutre. Ce qui m'ennuie, c'est la transmission. Parce que je trouve ça chouette de pouvoir transmettre des trucs et éventuellement les trucs que tu penses qui sont les meilleures parties de toi. Et donc, effectivement, quand je transmets, enfin volontairement ou involontairement, je trouve ça plutôt chouette. Mais voilà, ça s'arrête là. Et si on peut, s'il y en a 2-3 qui font ce métier parce qu'ils m'ont vu et parce que ça les a motivés, je suis ravi. Après, ce qu'on retiendra de moi, j'aime bien la question, hein, parce que je crois que ça raconte toujours quelque chose sur quelqu'un, tu vois. Mais par exemple, après, au début, je trouvais ça formidable. Moi, j'étais gamin, les listes de trucs, tu vois. Donc, par exemple, être dans le Molière du meilleur spectacle ou avoir son étoile à Hollywood, tu vois, tu dis, je vais rester. Sauf qu'en fait, quand le cinéma n'existera plus et qu'à un moment, on se dira, bah, ça n'a aucun sens, c'est obsolète, bon, ben, elles vont disparaître, tu vois, les étoiles. Et on s'en foutra des acteurs, les mecs qui marcheront sur des noms dont ils se souviennent même. Ah, il y a un mec qui a fait 10 films formidables dans les années 60. Au fond, à part Mozart et De Vinci, tu vois, tu peux citer 100 personnes qui ont marqué l'humanité. Le reste, si on a déjà été humain et sympathique lors de son passage, bah, c'est déjà bien.
J'espère que l'épisode vous a plu. En description, vous trouverez comme d'habitude toutes les références faites dans la discussion et les liens pour suivre Alex sur les réseaux sociaux et via son site pour retrouver toutes les dates de spectacle. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour recevoir automatiquement chaque nouvel épisode des gens qui doutent. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant si, par exemple, on enregistrait un épisode en live. Par exemple, je ne sais pas, le 1er mars. Donc voilà, n'hésitez pas, Fanny Ruet sur Facebook, Twitter, Instagram. Bisous!